Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le book haul du mois de novembre, donc puisque nous serons en décembre. Alors vous avez dû remarquer que je faisais plus qu'une seule vidéo par semaine en ce moment. Alors c'est pour deux raisons. D'une part pour une raison de temps. En ce moment c'est un petit peu compliqué. Et voilà, il y a pas mal de choses à prévoir pour fin d'année. Je suis pas trop dans le mood de Noël. J'aime bien les fêtes de Noël. Je suis pas trop dans le mood là en ce moment. Et il faut préparer tous les cadeaux. Et ça me stresse. Ça me stresse en plus. Je n'aime pas aller dans les magasins quand il y a énormément de monde. Donc, bon, bref, ça va être. Ça va encore être chouette. Mais voilà, tous les ans, c'est la galère. Et puis, on demande aux gens bah, qu'est-ce qui t'intéresserait pour pas faire de bêtises. Et bien, on sait pas, ils savent pas dire. Donc, il va falloir que je m'y mette quand même. Parce que là, à l'heure où je vous parle, on est quoi? On est le 7 décembre, oui. Alors, je suis en haut parce que mon mari et mes enfants sont partis faire un petit tour, mais je sais pas à quelle heure ils vont rentrer. Donc, pour pas gêner s'ils rentrent entre deux, parce qu'ils vont rentrer, ouais, ils vont pas botter, tout ça. Vous êtes dans le noir parce oui, il est 17h30, il fait un temps pourri, on est en alerte tempête, donc avec du vent, de la pluie, ouais, c'est génial. J'ai fermé tous les volets, j'en avais ras-le-bol, donc c'est vrai que ça donne pas une lumière super géniale, mais bon. Après, c'est vrai, le temps ne s'y prête pas trop. Bon, sinon, je vais commencer tout de suite mon book haul. Je vais vous montrer ce que j'ai d'abord reçu en SP et en cadeau. Je vais vous montrer ma lecture actuelle, d'ailleurs, qui est un SP. C'est la cuve de Lucas et Malo Guyon aux éditions Le Héron d'Argent qui m'ont contacté pour me proposer ce service presse. Merci à eux, ça me fait super plaisir parce que c'est une maison d'édition que je suis depuis un petit moment et je trouve qu'ils ont des choses vraiment sympas. Je n'ai malheureusement pas toujours le temps de les lire. Ils ont notamment des beaux livres. Là, c'est un roman. On est dans ce qu'on appelle la cuve. Et en fait, chaque personne a un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il a pas de prénom. On va suivre le maire, le détective, l'inspecteur, le chanteur, le batteur, le guitariste. Bon, j'en suis qu'au début. Voilà, ils ont un rôle à jouer et leur plus grande crainte, c'est de devenir que de simples figurants ou qu'on leur enlève leur rôle et d'être chassés de la cuve. Alors, on a l'impression d'un truc gris, moche. Voilà, vous avez un rôle à jouer. Alors, en même temps, dans la vie, je pense courante, il y a peut-être aussi cette métaphore du on joue tous un rôle, on montre jamais notre vrai visage aux gens. Mais voilà, j'en suis vraiment qu'au début. Alors, je vais pas trop vous dire vers où ça va, c'est du fantastique, ça c'est sûr, j'ai lu 50 pages. Mais je trouve ça pas mal du tout, c'est assez angoissant, assez inquiétant. Alors il y a des disparitions, ça commence avec, je sais pas si c'est une disparition ou quelque chose d'autre. Mais bon, là, il y a plusieurs personnes qui disparaissent, d'où l'apparition du détective, parce que l'inspecteur a l'air d'être dépassé. Le maire a peur que des gens remettent en cause son pouvoir. Mais on ne sait pas qui a créé la cuve, c'est ça qui est très mystérieux, je trouve. Et pourquoi chacun voilà, a un rôle prédéfini, ne peut pas en sortir, et il n'y a pas de prénom. Et pourquoi ces gens disparaissent, c'est la façon dont enfin, ce qui se passe au tout début est très étrange. Je ne vais pas vous le dire pour pas spoiler, mais c'est vraiment très étrange. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais continuer, j'ai essayé de le finir ce week-end parce que j'ai une LC prévue la semaine prochaine. Donc ce serait pas mal. Oui, alors oui, au pansement, je voulais me battre avec le couteau à pain et il a gagné, évidemment. En plus, c'est tout con, j'étais en train d'enlever les miettes sur le retour de cuisine et j'ai mon doigt qui a juste frôlé le couteau à pain et c'est méchant un couteau à pain. Donc voilà, petit intermède de blessure, mais en tout cas, je suis bien prise dans ma lecture. Là, j'ai hâte de savoir ce que ça va donner. J'ai gagné lors d'un concours celui-ci. Il y a fait longtemps que je le cherchais, mais en fait, l'autrice m'a dit qu'il était encore disponible sur le site de la maison d'édition. J'y suis allée, je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas grave, je l'ai gagné en concours. C'est Ici vivent les ténèbres de Sanguine, dont j'avais beaucoup aimé Va au diable. Là, on est dans une ambiance, voilà, encore gothique. On a deux enfants qui vont se retrouver dans un manoir assez mystérieux. C'est tout ce que j'aime. Alors, les mots-clés, c'est aux éditions du Chat Noir. Donc, c'est gothique, malédiction, fantôme. C'est tout ce que j'aime. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le caser. Malheureusement, pas dans l'immédiat parce que j'ai eu beaucoup de services presse ces derniers temps. Là, je vois que j'en ai un petit peu moins dans mon tas, donc c'est pas plus mal. Enfin, j'en ai encore deux aussi en e-book, donc il va falloir que je fasse attention aussi. Voilà, je suis super contente d'avoir gagné ce livre. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Guimauve, de Taillé Guimauve. Elle en avait parlé lors du Pumpkin Autumn Challenge, justement, en disant qu'il était voilà, parfait pour les ambiances gothiques. Et je le trouvais pas, mais bon, je crois que j'ai pas bien cherché. En fait. Voilà, puis il y a le petit mot tout avec, la petite dédicace. Donc c'est vraiment sympa, mais cette couverture, j'adore.
En allant à un salon du livre, je suis tombée sur Dario Alcide, dont j'avais déjà chroniqué d'autres livres, et une série notamment avec des vampires en e-book. Et là, très, très gentiment, euh, comme c'était, il avait vendu tous ses livres, en fait, je suis arrivée tard, hein. Il avait vendu tous ses livres, et ça, en fait, c'est un exemplaire non destiné à la vente. Il m'a dit, je te le donne si tu veux. Moi, j'étais gênée quand même un petit peu. Mais j'ai dit, si, vas-y, je te le donne. Bon, bah voilà. Donc, du coup, je l'ai pris. C'est L'Assassin étranger. Donc, j'ai quand même essayé de le chroniquer. Voilà, peut-être pas ce mois-ci, ça va être compliqué. Mais le mois prochain, voilà, pour pas le faire traîner, parce que c'était vraiment gentil de sa part. On est dans le Japon des Yakuza, où il existe une vieille tradition consistant à élever un enfant étranger afin de le transformer en Kaigoku no Saju Shinsha. J'ai déjà un accent anglais pourri, je vous dis pas japonais. Un assassin dévoué à la famille. Donc on va suivre un jeune homme donc, qui n'est pas japonais, manifestement, qui a été formé dès son plus jeune âge à assassiner. Et son prochain, oula, il ne sait rien de ce qu'il attend, ne parle pas japonais, il ne ferait pas de mal à une mouche. Pourtant, sa formation vient de commencer. Voilà. Donc, ça a l'air assez mystérieux. C'est dommage qu'il y ait cette bande-là, mais bon, c'est normal. Je vois que les auteurs auto-édités reçoivent comme ça leur premier exemplaire. Kevin Cabona m'a envoyé le tome 2 de Lucia, l'origine du pouvoir. Je trouve la couverture est très très belle. La première on voyait quelqu'un, pas pareil, de dos, qui courait pour se rendre dans une forêt qui ressemblait presque à une jungle quand même. On est dans de l'heroic fantasy, pardon. Et on suit Lyode, qui vit dans un monde où comment on les appelle déjà, les Raken en fait ont rétabli l'ordre parce que ça a été le chaos et des guerres pendant des années et des années. Et les Raken, alors on ne sait pas trop qui les contrôle parce que ce sont des hommes de pierre et ils ont réussi à établir l'ordre, sauf que à force de rétablir l'ordre, c'est devenu une semi-tyrannie. Eliod, qui est assez jeune, je crois qu'il a 17 ans, début du tome 1, je trouve qu'il y a des choses bizarres qui se passent, notamment il y a des gens parfois qui disparaissent dans le village, mais on se doute que c'est des gens qui ont dû s'opposer un petit peu au régime des Requens, et ou des gens qui disparaissent dans la forêt, et un jour il suit les Requens qui s'en vont dans la forêt, et là il va tomber sur une jeune femme qui est en fait amnésique, donc voilà, va découler un tas d'aventures, et je pense qu'on va aller pas mal vers, voilà, là on a vu une partie du monde imaginaire. Là, on a le reste sur la carte et je pense qu'on va voyager un petit peu. Oups, j'ai encore le marque-page dedans. Très beau marque-page aussi qui va avec en plus. J'adore. J'aime bien. Il y a de plus en plus souvent ça, les marque-pages. C'est super sympa. La dédicace aussi, ça c'est cool. Et voilà, je pense qu'on va aller vers quelque chose de plus... Parce que c'est assez mystérieux, ces Requens. Et puis voilà, il y a une découverte assez importante qui se fait au début du tome 1. Enfin, au début. Qui se fait dans le tome 1, plutôt, qui nous est révélé à la fin du tome 1. Donc, ça promet quelques aventures. Je trouvais d'ailleurs que pour le tome 1, c'était introductif, mais en même temps, il y avait déjà énormément d'action, donc c'était pas mal du tout. Ensuite, Julie Bogno m'a envoyé la suite de Nouvel Ordre Animal, qui est une dystopie, donc je vais peut-être pas en reparler pendant 3 heures, que j'aime beaucoup, qu'elle publie sous forme de feuilleton. Voilà, donc on est... une dystopie, un post-apo où les gens vivent sous des dômes de verre avec d'un côté les riches qui vivent dans les tours, les pauvres qui vivent dans des bidonvilles au bas des tours, les animaux qui sont devenus les ennemis de l'homme, même les animaux domestiques. Voilà, pas mal de mystères, des flashbacks, c'est très 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 mystérieux. J'aime beaucoup en plus cette formule de les proposer comme ça un peu sous forme de feuilleton qui sortent régulièrement. Parce que ça rajoute en fait de l'addiction sur vos récits. Et du coup, elle m'envoyait aussi son précédent roman qui s'appelle Impuissante, où là on va suivre une jeune femme et sa fille. Mais apparemment, bon, il va se passer des choses assez étranges. Ça a l'air très spooky, très scary, très... Bon, on reste dans les vibes automnales, mais enfin, Halloweenesque, c'est pas grave, on est au mois de décembre, mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Superbe. Je ne vous ai pas montré la couverture de près, mais alors, ce personnage-là dans le ciel. Et puis alors, encore une fois, il y a un soin vraiment particulier qui a été apporté à l'édition. Et ça, elle le fait sur chacun de ses livres, et je trouve ça génial. Vous savez, c'est encadré, c'est... Puis voilà, toujours la dédicace avec le petit sceau, enfin, j'adore.
J'adore, moi j'adore. J'ai hâte de le lire, celui-là, je vais pas pouvoir le lire tout de suite parce que j'ai d'autres services presse, mais j'ai hâte de le lire. Mes loulous et mon mari m'ont offert ce livre, La maison aux allumettes de Monique Vermelin aux éditions Nord Avril, qui doit être une maison d'édition du coin, je pense, hein, vu le nom, puisque j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans le Pas-de-Calais plus exactement. Voilà, il y avait un salon du... Enfin, non, pas un salon du livre, il y avait un salon polonais, puisqu'il y a une communauté polonaise assez importante autour d'Arras, à Arras et autour d'Arras. Et donc, il y avait une maison d'édition qui est venue, ils m'ont pris voilà, ce livre. Effectivement, c'est un jeune couple qui s'installe dans une maison qui leur paraît idéale, évidemment, hein, où tout est bien que cette maison va être tout sauf idéale. Ils ont eu le nez fin, là, je veux dire, pour... pour choisir le livre, parce que c'est tout à fait les thématiques qui me plaisent. Je sais pas, pourtant, j'ai pas l'impression d'en parler beaucoup devant eux, mais j'ai Louis qui m'a dit, ouais, je me suis dit que ça allait te plaire, ce livre-là. Oh, ok, bon. Fais attention au goût de sa mère, c'est bien, c'est cool. Dans un autre style, j'ai reçu, alors là, ça, par contre, ce sera... Je le ferai qu'en janvier parce que je pourrais pas en décembre. Hein, j'avais prévenu l'autrice. D'autant plus que ça m'embêtait parce que, bon, je les ai reçus là au mois de novembre, donc... Halloween était déjà passé. Bon, elle m'a dit que ça la gênait pas trop. C'est Céline Dominique Wicker qui a écrit 2 jeunesse. Là, c'est Bess Anna au pays des sorcières avec Mathilde Cambé. Donc, c'est de la jeunesse. Hein, c'est vraiment... on est vraiment dans de la jeunesse. Voilà, avec... Ça, c'est des livres en plus... je dis toujours de les lire avec mes enfants, mais en fait, on n'a jamais le temps de lire ensemble. Et celui-ci, voilà, j'aime beaucoup les illustrations. 10 contes d'Halloween, bon, ce sera passé. Bon, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est peut-être le ressortir. Alors ça, j'adore. C'est trop. La sorcière, elle est top. Poil au doigt, cherche l'amour. C'est génial. Mais je me dis qu'ils pourront les lire plus tard aussi, surtout s'il y a de l'humour. Alors du coup, peut-être que d'ailleurs, il y a un humour second degré. Et du coup, pour les adultes, ça peut être sympa aussi, je pense. Ensuite, alors, je suis pas mal allée sur la bourse aux livres. Donc, j'ai pas mal voilà, alors, c'est des vieux livres, hein, mais je suis très contente de les avoir trouvés. Ouais, les étiquettes, je sais pas si vous avez entendu le bruit, c'est le bruit des étiquettes qui collent. C'est la bourse aux livres, hein, ils mettent des étiquettes qui collent bien, c'est génial. Donc j'ai fait un tri dans ma wishlist. Là, enfin, j'en enlève et j'en remets dans ma wishlist. Donc c'est un jeu sans fin. Je me suis enfin acheté Bonne nuit mon ange de Aimé Maulois. Je sais plus qui en avait parlé, si c'est Séverine, je crois, peut-être de Il est bien ce livre, je sais plus. On suit un couple qui est fraîchement marié, qui quitte New York pour se rendre dans la ville de Chestnut Hill où Sam a grandi. Annie est seule et désœuvrée parce que Sam est thérapeute et reçoit ses patients. Ce que Sam ne sait pas, c'est que de la chambre au-dessus, un conduit d'aération permet d'entendre tout ce qui se dit lors de ses séances. Donc sa femme, en fait, écoute, je pense. Voilà, et bonne nuit mon ange. Et je me suis rendu compte, j'ai repassé une commande, je crois, aussi chez la Bourse aux livres. Je l'ai recommandé une 2e fois. Voilà, c'est pas grave. J'ai fait du tri un peu dans mes livres, donc j'ai des cartons là, de livres à vendre, donc je vais pouvoir le mettre directement. Celui-ci, je ne sais plus qui est-ce qui en avait parlé non plus. C'était sur une chaîne Booktube. C'est Le phare au corbeau de Rosen Iliano. Là, c'est dans la version Folio SF avec ce corbeau. On est dans du fantastique. On suit Isaiah et Agathe qui officient comme exorcistes à Paris. Lui pratique la magie Oudou. Elle possède le don de double vue. Alors, j'essaie de vous faire un peu plus court. Il se prépare à une banale intervention dans un domaine breton. Et d'inquiétantes légendes entourent le mystérieux manoir de Kerabran et son phare délabré. Les voisins sont sur le qui-vive. Donc voilà, un village un peu au bout du monde, un phare mystérieux, une maison mystérieuse. Vous comprenez pourquoi quand j'ai entendu parler de ce livre, vous ne pouvez pas passer à côté. La couverture est super belle. On voit un corbeau et on voit le phare, il est en tout petit. Hein, il se voit à peine, en plus il y a les reflets avec la lumière, mais très très bien. Ça, alors, qui est-ce qui en a parlé? Je crois que c'est Jody de... il est bien ce livre, n'importe quoi. Des livres de la crypte. Je ne sais plus qui en a parlé. Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates. Ah, je vais y arriver. Je crois que c'est la bonne prononciation. J'ai déjà lu des livres d'elle, mais c'était plus dans de la littérature blanche. Je ne savais pas qu'elle avait fait des trucs un peu plus... qui peuvent tendre un peu vers l'horrifique. Là, on est sur un campus féminin dans la Nouvelle-Angleterre des années 70. On va suivre Gillian Bauer, une brillante étudiante de 3e année qui tombe amoureuse de son charismatique professeur de littérature, André Arrow.
Celui-ci a décidé de faire écrire et partager en classe à ses élèves leur journal intime. Et gloire à celle qui offrira son intimité en pâture. Anorexie, pyromanie, comportement suicidaire, un drame se noue. Et en son centre, l'épouse du professeur énigmatique sculptrice qui collectionne la laideur. Voilà, ça doit être... Il est très court, j'étais très étonnée en le recevant. Mais j'imagine ce que ça doit donner. C'est horrible d'obliger des gens à mettre en pâture leur journal intime. Mais il est fou ce prof. Celui-ci, il y a longtemps que je le voulais et j'avais oublié de le mettre dans ma wishlist. Et du coup, quelqu'un en a reparlé. Du coup, je l'ai remis. C'est Halloween Night, bon, avec un titre pareil, Le Manoir, de Alexis Aubank. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, chez Hugo Poche. Bon, c'est pareil, je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Je l'avais repéré il y a un moment, hein, surtout que j'étais en partenariat il y a, je sais pas, 2-3 ans maintenant avec Hugo Thriller. Et je sais pas, j'ai oublié de le mettre dans la wishlist. On est à Seattle aux USA et 6 étudiants sont convaincus de n'avoir peur de rien. Donc ils louent pour Halloween un manoir perdu au milieu de nulle part, que l'on dit hanté. Et avec à la clé une séance de spiritisme de prévu. Bon, apparemment, la séance de spiritisme va évidemment pas bien se passer. On s'en doute un petit peu. Pour rester un peu dans le côté... Alors, je pense qu'il y a un côté gothique, mais aussi saphique dans les romans de Sarah Waters que je ne connais pas. Donc là, j'ai voulu tester. J'ai acheté du bout des doigts chez 10-18. On est en 1862 à Londres. À la veille de ses 18 ans, Sue Trinder, l'orpheline de Land Street, le quartier des voleurs et des receleurs, se voit proposer par un élégant surnommé gentleman d'escroquer une riche héritière. Orpheline elle aussi, cette dernière est élevée dans un lugubre manoir par son oncle, collectionneur de livres d'un genre tout particulier. Enveloppée par une atmosphère saturée de mystère et de passion souterraine, Sue devra déjouer les complots les plus délicieusement cruels afin de devenir, avec le concours de la belle demoiselle de Briare, une légende parmi les cercles interlopes de la bibliophilie érotique. Ouais, voilà, donc on est bien effectivement dans de la romance saphique, je pense, et à la fois dans du gothique, encore un manoir et un oncle pas très net. Ouais, voilà, c'est... Voilà, mais ça date hein, quand même, je crois que c'est pas une autrice des années 30, 50 ou plus vieux que ça encore. Le livre, ouais, bah, j'ai l'édition, mais c'est marqué 2002, 2003. Je sais plus qui est-ce qui en avait parlé, mais je sais pas à la base quand est-ce que ça a été écrit. J'avais regardé pourtant vite fait la bio de l'autrice, mais j'ai oublié entre deux. Pareil, je ne sais plus qui en a parlé. Je me demande si c'est pas la chaîne Barocco. C'est une chaîne que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Que YouTube m'avait mis en proposition. Et j'ai découvert une chaîne vachement intéressante qui parle... Une chroniqueuse qui aime beaucoup le gothique, justement. Donc, du coup, ça m'intéresse. J'ai commencé à regarder sa chaîne. C'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup. Ça doit être Barocco tout court, je crois, le nom. Donc, je me demande si ça vient... Enfin, Sarah Waters, j'en ai entendu parler par plusieurs personnes de celui-ci, mais je ne sais plus qui. Et donc là, j'ai pris Miniaturiste de Jessie Burton. Alors, on est en 1786 à Amsterdam, et Nella Hortman, et bon, elle a 18 ans, elle est obligée de se marier avec un homme beaucoup plus vieux qu'elle, qui est un riche marchand. Sauf que quand elle arrive dans la maison, bah, c'est pas top parce que lui, bah, en fait, il veut aucune relation avec elle. Bon, okay, peut-être que ça l'arrange hein, quelque part, mais voilà, il y a aucun, voilà, il y a aucun contact. Bon, c'est un peu étrange quand même déjà. Pourquoi l'avoir épousée? Et puis il y a la sœur de son mari qui, voilà, qui lui mène la vie dure manifestement. Et peu à peu, cette jeune fille, Nella, va construire, elle va recevoir une maison qui est une miniature de la maison dans laquelle elle vit, donc une belle maison évidemment d'un riche marchand. Et elle va y mettre petit à petit des éléments, je crois qu'elle va découvrir des secrets. Alors, je sais pas, c'est assez étrange. Hein, le résumé était étrange. Je sais pas trop vers quoi on va aller, si on va aller vers du suspense, de l'horrifique, ou si ça va rester de la littérature blanche qui va parler, je pense, de la condition de la femme aussi au XVIIe siècle. Mais voilà, c'est très... comment dire, très intriguant. Donc j'étais tentée. J'ai repris la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving parce qu'en fait je n'ai jamais lu la vraie version. J'ai vu le film évidemment de Tim Burton. Bah bon, il est génial ce film, mais je crois qu'il n'est pas fidèle au livre. Et là j'ai acheté il n'y a pas longtemps, Hachette Heroes a sorti un roman qui parle de la légende de Sleepy Hollow, mais avec les descendants de la jeune femme qui est l'héroïne de ce livre. Voilà, donc je me suis dit, j'aimerais bien lire le vrai, enfin l'original avant. J'aurais bien aimé revoir le film aussi, mais bon, je ne l'ai pas en DVD. Il est très court aussi, donc
il m'a coûté peut-être 1 euro, quoi, un truc comme ça. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Si c'est chez Folio, c'était les livres à 3 euros. C'était en euros quand même, c'était pas en francs. Mais je crois, apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est assez différent de ce qui a été, adapté au cinéma. Toujours pour continuer dans les... De toute façon, je crois qu'il y a... Je sais pas si... Ouais, il doit y avoir du Momox, il doit y avoir du Bourse aux livres, je sais même plus. J'ai pris La Compassion du diable de Fabio M. Micheli parce que j'aimerais beaucoup lire La cuisine du diable et apparemment, qui est son dernier roman sorti, il y a un lien entre les deux. Alors, ils peuvent se lire séparément, hein. Ceux qui l'ont chroniqué le disent clairement, mais je voulais me faire ma propre idée. Et voilà, là on est en 1963, une nuit dans l'Ohio, impulsives suivront des corps dans des barils en plastique. 1981, deux enquêteurs hantés par leur passé. Le cannibale de Cleveland et vous, votre compassion, celle pour le diable. Assez étrange. Est-ce qu'on peut avoir une compassion pour des meurtriers? C'est aux éditions Fleurs Sauvages, je ne connaissais pas parce que maintenant, son dernier, il est sorti chez L'Oiseau Noir, je crois. Donc voilà, je voulais lire celui-là avant. Celui-ci, alors j'ai vu des retours assez mitigés. Un enfant sans histoire au Muscadier de Amélie Antoine. Je n'ai jamais lu cette autrice. Là, on suit un petit garçon Vadim qui, je me demande s'il n'est pas adopté. Euh, je ne sais plus. Mais en tout cas, comment, un ami imaginaire. Bon, un peu comme tous les enfants, vous me direz. Et l'histoire va tourner autour de ça, en fait, autour de cet ami imaginaire qui a l'air assez inquiétant. Alors, je ne sais pas si on va vers du fantastique, du suspense, du thriller, je ne sais pas trop. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité. Bon, je vais tenter quand même. Il n'est pas très gros. Il y a des pages, je le vois plutôt septembre, assez en noir par moment. 11 mois plus tôt, donc il y a des flashbacks. Bon. Puis comme j'ai jamais lu cette autrice, ce sera une découverte en même temps. J'avais pas mal entendu parler de Anne Leckie. Je ne connais pas cette autrice qui fait aussi dans l'imaginaire. Et du coup, j'ai pris le tome 1 des Chroniques du Ratch, La justice de l'ancillaire. C'est au Nouveau Millénaire. Alors ça, c'est chez qui, le Nouveau Millénaire? C'est une collection de... J'ai lu. Donc ça doit être leur collection fantastique, fantasy. Rien ne peut arrêter l'expansion de l'Empire Ratchai. Chaque annexion fournit des armées supplémentaires, les ancillaires, des captifs à la conscience détruite changés en troupes de choc, des marionnettes animées par l'intelligence artificielle des vaisseaux de guerre de l'Empire. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que ça va être long. Elle a eu des tas de prix, hein. Le prix Hugo, le prix Arthur C. Clarke, le prix Locus, le prix British Science Fiction. Bon, il y en a encore deux autres, de 2013 et 2014, donc ça date déjà. Elle en a sorti un autre très récemment qui se passe dans le même univers. Et je crois que là, c'est une trilogie. Mais son dernier me tentait, mais je me suis dit, s'il y a une trilogie avant, je vais plutôt lire la première trilogie. Comme elle dit, voilà, je l'ai trouvé d'occasion en plus, c'était le moment. J'ai voulu tenter aussi, pareil, Le Sang des Princes, tome 1, L'Appel des Illustres, aux éditions L'Homme sans nom de Romain Delplanque. J'avais acheté Le Plafond de verre. Je sais pas, j'ai lu quelque part que ça se passait peut-être dans le même univers, mais ça me paraît un peu étrange. Ça paraît assez différent, je sais pas trop. Mais de toute façon, comme j'avais envie de tenter aussi cet auteur, je l'ai pris. Le destin des Dutes Spaldelpietra est assuré, inexorable. Une ascension déterminée vers le pouvoir, vers la couronne, vers la place qui leur revient de droit à l'avant-garde du monde. Ils sont les pacificateurs, les bâtisseurs, les gouverneurs de Slacie. Ils sont les illustres. Mais les nomades ostrois y font à peine attention. Leur monde n'est fait que de théâtre, de musique, d'art et d'invention dont ils gardent jalousement les secrets. Leur vie est une routine maîtrisée à l'image de leurs automates. Et pourtant, un tout petit hasard vient gripper la mécanique de l'histoire. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais apparemment, on a deux mondes qui vont se télescoper dans un univers de fantaisie. À voir. Ça me tentait bien. Je trouve que la couverture est très belle en plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très chouette. Voilà, j'ai fait tomber. J'ai trouvé aussi, je suis contente de l'avoir trouvé celui-ci. Je savais à un moment que je suis les éditions Calidor. Alors, je les ai découverts il n'y a pas longtemps, mais ça fait des années qu'ils rééditent des livres des maîtres de la fantaisie, du fantastique, donc qui datent parfois du 18e, 19e siècle. Voilà. Mais en fait, c'est pas nouveau, hein, cette maison d'édition. Elle existe depuis un moment, mais moi, je l'ai découverte que cette année. Et voilà, ils rééditent des textes de fantaisie et de fantastique majeurs, enfin qui étaient majeurs pour l'époque,
qui précède un peu tout le fantastique qu'on a connu dans la seconde moitié du 19e siècle, style Dracula, ou début du 19e avec Frankenstein. Voilà, donc c'est des textes qui précèdent ces textes-là, et ouais, on en parle. En plus, je suis un auteur qui fait justement comme ça des posts où il parle des maîtres de la fantaisie, et justement, Kalidor les reprend. Et c'est vraiment sympa. Et voilà, je trouve que leurs couvertures sont vraiment très très belles. Là, ils ont sorti une version de Dracula illustrée. Alors, je pense que c'est en plus grand format, mais bon, c'est pas donné. C'était 35 ou 39 euros. Mais alors, je n'ai pas forcément envie de relire Dracula parce que c'est sous forme de journal intime épistolaire. C'est pas trop mon truc. Je l'ai lu parce que j'aime tellement les histoires de vampires que je pouvais pas passer à côté. Mais le relire, je sais pas. Par contre, quand je vois les illustrations, ouais, ça donne envie de... Enfin, on voit les illustrations sur leur compte Instagram, c'est magnifique. Ça, franchement, superbe. Donc là, j'aime beaucoup aussi leur présentation. Et là, c'est le serpent Ouroboros de Eric Rucker Edison. Alors, c'est des auteurs que je ne connais absolument pas. Mais bon, comme ce sont des maîtres de la fantaisie, je me suis dit, on va tenter. Ce qui me fait un peu peur, c'est que comme ce sont des textes assez anciens, c'est que ce soit un petit peu lourd au niveau de la lecture. C'est écrit tout petit. Mais voilà, mais j'ai envie de tenter. J'en ai emprunté en médiathèque. Là, celui-là, bon, il l'avait pas en médiathèque, donc du coup, je me suis dit que j'allais le prendre. Et puis le titre est tellement mystérieux. Vraiment, leurs éditions sont magnifiques. Mais bon, voilà, elles sont à 27 euros. Bon, je l'ai trouvé d'occasion, je ne l'ai pas payé à ce prix-là. Mais 27 euros. Waouh. Je sais que j'en avais regardé un autre, Lilith. Oui, je l'ai trouvé d'occasion aussi. Je me suis dit, on parle de Lilith, ça doit être intéressant. 25 euros aussi, hein, ils ne sont pas donnés. Donc, Et là, alors, sur la lointaine Mercure, les trompettes de la guerre viennent de retentir, les tambours de Chanter. N'importe quoi, moi. Sur la lointaine Mercure, les trompettes de la guerre viennent de retentir, les tambours de chanter. Il n'y a pas de point après, ça m'a perturbée. La fille qui sait plus lire, ça promet. Le fracas des armes et les épées de se parer de leur manteau de pourpre. L'honneur des démons a été foulé aux pieds par le roi de sorcellerie, et pour laver l'affront, le seigneur Joss et ses alliés s'apprêtent à livrer un combat épique. Bon, je ne vais pas en dire plus. Bon, vous voyez déjà, j'ai du mal à lire le résumé. Alors, si le texte il est ancien, voilà, j'espère que c'est pas trop... Oh, mais ces illustrations, c'est magnifique. J'espère que c'est pas trop pesant, quoi. C'est ça qui me fait un petit peu peur, mais on verra bien. Je me suis aussi acheté, c'est pareil, j'ai vu sur la chaîne de Guimos qui a organisé une lecture commune autour de cette bande dessinée qui s'appelle Les Royaumes Muets. Pareil, hein, on est bien dans une vibe assez horrifique, fantastique. Je me dis, il y a des enfants, mais il y a un squelette là aussi. Des personnages étranges là. Alors c'est collection Métamorphose. Alors Métamorphose, ça appartient à qui? Ça, c'est indépendant ou ça appartient à Oxymore? Ouais, mais ça doit être indépendant, je pense. Je connais la mort, je l'ai rencontrée l'année de mes 12 ans. Elle est différente de ce qu'on en dit en général. Plus froide, plus sombre et voleuse. Après la visite inattendue de 2 squelettes collecteurs de derniers soupirs, Perséphone et son voisin Victor, récemment décédés, sont entraînés dans une course effrénée dans le temps à travers les royaumes muets sur lesquels règne la mort elle-même. Donc je pense que c'est un one-shot. Des enfants qui sont décédés, c'est quand même pas un sujet facile, je trouve. J'avais pas capté qu'ils étaient décédés. Je vous montre quelques pages. J'avais bien aimé, enfin je sais plus, j'ai lu les retours sur le Discord. Je sais plus s'il y a eu des retours mitigés. Je sais qu'il y a eu des bons retours, je me souviens, mais alors après, voilà, j'aime beaucoup les dessins en tout cas. Alors après, ça reste très sombre, hein, mais c'est très chouette, c'est très beau. Et j'avais acheté l'autre encyclopédie. Il fallait évidemment que alors l'autre encyclopédie, je ne sais plus son nom, c'était l'épouvantable encyclopédie des fantômes, je ne sais plus. Donc j'ai pris la deuxième, ou qui est la première, je ne sais plus dans quelle ordre ils ont été édités, qui est l'effroyable encyclopédie des revenants de Karine M, Pierre Dubois et Eliane Blackmore. Eliane Blackmore, c'est elle qui a écrit les livres sur les dragons, sur le chemin des dragons, je crois, je ne sais plus. Enfin, c'est sur les dragons, qui est un beau livre aussi avec des illustrations magnifiques, où on suit un personnage fictif qui va sur la piste des dragons pour les découvrir. Pierre Dubois, je sais qu'il écrit pas mal de livres aussi sur le thème de la fantaisie. Là, c'est chez Glénat. Et voilà, vous voyez les illustrations. J'adore. J'adore. Et j'avais acheté leur autre encyclopédie. Je vous l'avais présentée lors du précédent vlog. Book haul, pardon. Ah, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas.
J'ai promis, ils m'attendent en bas, tous ces revenants impatients de renaître, l'espace d'une évocation, d'une histoire, d'un simple nom. C'est toujours assez poétique en plus. Il y a pas mal de textes, hein. Je trouve qu'il y a pas mal, il y a des illustrations, tout ça, mais c'est quand même pas mal du texte, je trouve, par rapport à l'autre. Mais je trouve ça tellement beau. Ils sont magnifiques. Toujours dans les craquages. Oh là là, il faut que j'aille chercher loin. C'est compliqué. Celui-ci me tentait. Alors, pardon, il me tentait déjà quand je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai vu de bonnes critiques. Donc je l'ai trouvé pas très cher sur Vinted, je crois, celui-là. C'est La maîtresse des ombres de Éric Bonny. C'est aux éditions Jeanne et Juliette. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. Je ne sais pas si elle est affiliée à une plus grosse maison d'édition. Alors, il bénéficie d'une diffusion avec la société Nouvelles Éditions Anne Carrière, mais j'ai l'impression qu'ils sont indépendants quand même. Je ne sais pas. Bref. Là, on va suivre alors une jeune femme, on est en 1900, alors qu'elle assiste à une expérience scientifique d'électrocution publique. C'est gay, cette électrocution publique. Bref, devant le palais de l'électricité, Alice, jeune bretonne réfugiée à Paris, est témoin de la mort d'un chimiste de renom dans d'étranges conditions. Mais surtout de l'apparition d'un spectre qui terrifie la foule. Voilà. On va être tendu. Ouais, la couverture, en fait, elle a des reflets. C'est super. On va être voilà, dans les séances de spiritisme, voilà, juste à la charnière entre le 19e et le 20e siècle. J'aime bien cette période, justement, où on est à la fois dans une période d'avancée industrielle, mécanique, technologique, où le peuple commençait à vouloir mettre en avant ses droits, commencer à se révolter, et en même temps vous aviez voilà, ces riches bourgeois qui s'ennuyaient, je ne sais pas s'ils s'ennuyaient, mais bon, qui faisaient des séances de spiritisme. Donc j'aime bien ce mélange à la fois technologique, très voilà, on a un bond dans les avancées technologiques, et il y a ce côté encore très craintif, très superstitieux. Puis, voilà, c'est une période qui m'intéresse vraiment. Celui-ci, je l'ai vu passer sur Bookstagram, je ne sais plus qui l'avait chroniqué. C'est un AE, c'est Murmure de Alexandre Charbonneau. Je pense qu'on est dans du... C'est pas marqué pour public averti en bas, hein. Je pense qu'on est dans de l'horrifique assez pur. Alors, contrairement à ce que la couverture pourrait laisser croire, on est bien à notre époque, je pense, puisqu'on suit Léo, qui après avoir terminé ses études à l'université, décide de se la couler douce durant l'hiver. Les occasions pour fêter ne manquent pas. Il va commencer son nouveau travail d'enseignant en automne et il vient de partir de chez ses parents pour avoir son propre appartement. Bon, voilà. Bon, bref, il s'amuse, mais il commence à être perturbé par des bruits nocturnes insolites provenant du sinistre cimetière d'en face. En plus, sa situation devient de plus en plus tendue avec ses amis, surtout avec Rose qui se montre très insistante pour être en relation avec lui malgré ses refus polis répétés. Voilà, ça a l'air très... Bon, la couverture fait très gothique, hein, donc vous comprenez pourquoi déjà j'ai été attirée. Puis voilà, la chronique qui avait été faite était vraiment très bonne. Je me suis dit, ça c'est un auteur à suivre, il a écrit d'autres romans. Voilà, donc celui-là, je me suis notée. Celui-ci, le résumé, la couverture, tout. Il a tout pour plaire. J'espère qu'il tiendra ses promesses. C'est Tonight I Burn de Katharine G. Adams aux éditions Bragelonne. Donc, déjà, bon, il est magnifique, hein, on ne peut pas dire autrement. Puis alors c'est pas du hardback, hein, du coup, c'est voilà, moins cher. Mais le jaspage, c'est magnifique, j'adore. Et là, on va suivre une histoire de sorcière. Penny Albright est une sorcière. Son assemblée est chargée de surveiller le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Chaque nuit, une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher. Et chaque matin, cette sorcière revient. Épine, marée, braise, orage, minerai. Ça doit être le nom des sorcières, je sais pas. Dans la cité fortifiée de Halstead, les 5 assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran, le haut gardien. Ou c'est le nom des 5 assemblées. Ça doit être le nom des 5 assemblées. Quand un matin, la sœur de Penny ne revient pas, la jeune femme enfreint les règles, elle brûle en secret. Son périple l'amène à un étrange manoir dont le séduisant propriétaire, Lord Malin, bon, ça s'écrit malin, on va dire Malin, c'est américain, lui propose un dangereux marché. À Alice, une énigmatique prophétesse, et à la rébellion naissante au sein de la forteresse. J'ai très mal dit ce que je devais dire là, mais c'est pas grave. Donc bon, on va être dans un truc énigmatique et un début de rébellion, on va dire. Bon, je vais pas vous en dire plus, sinon ça va durer trop longtemps, mais franchement, il me tente. Il est beau. Il est beau. Il est beau, c'est tout, il est beau. Donc je sais pas, je l'ai pas trouvé très cher en plus. Donc, bonne affaire. Alors, il faut que je fasse un peu le tri entre ce que j'ai acheté et ce que j'ai trouvé en boîte à livres. Parce que j'ai trouvé quelques trésors aussi en boîte à livres pour une fois.
ça, voilà, ça change. Souvent, je ne trouve pas grand-chose. Alors là, j'en ai encore un petit paquet. Toujours attirée par les éditions de La Talente. Bon, j'ai rarement le temps de lire leurs titres, malheureusement, parce que je fais peu de lecture personnelle. Je me suis laissée tenter par Le Roi Sorcier de Martha Wells. Martha Wells, celle qui a écrit Journal d'un assassin, où on suit un robot qui est programmé pour assassiner, sauf que, bon, évidemment, je pense qu'il y a un moment, ça va bugger. Elle a écrit aussi La Chute de l'Ilyrien. Alors, c'est des livres que j'avais empruntés en médiathèque, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je les ai rendus. C'est pas grave. Je pourrais les réemprunter plus tard. Voilà, mais là, j'avoue que j'hésitais parce qu'on est plus dans de l'héroïque fantasy. La Talente, c'est pas forcément de l'héroïque fantasy, c'est plus du fantastique ou de la SF. Enfin, j'avais un peu cette impression-là, mais donc sur le coup, j'étais pas sûre. Puis j'ai vu de bons retours, donc bah voilà quoi. Il est arrivé là. C'est un beau hardback en plus. J'ai un marque-page avec. Je sais pas, il était avec, alors que c'est acheté d'occasion. On suit Caestéron, prince démon incarné parmi les humains, et son amie Zid, sorcière de son état. Il se réveille inhumé dans un tombeau abandonné au beau milieu de l'océan, sans aucun souvenir d'y être venu. À coup d'invocation et de possession mentale, il remonte la piste d'une autre disparition inquiétante, celle de Taren Stargard, l'épouse de Zid. Ce sera le fil rouge de leur quête, puisque Taren doit elle aussi jouer un rôle crucial dans le renouvellement des alliances politiques en cours en tant que représentante de son peuple, les bienheureux immortels. Ça, Prilocus 2024. Ça doit être... ouais, ça n'a pas l'air mal du tout. Hein. Franchement... Et puis j'ai vu de bons retours. Mais je suis en train de me demander si c'est pas en plusieurs parties. Alors c'est pas noté, mais je sais plus. Mais, bon, ça m'arrange pas que ce soit en plusieurs parties parce que ça fait toujours des sagas à recommencer. Mais bon, c'est pas grave. Celui-ci, bah, il m'intriguait fortement. Donc, l'ayant trouvé, je l'ai pris. C'est La Régulation de Gaël Perrin-Guillet chez Outrefleuve. Donc c'est la collection SF fantastique de Mon pansement s'enlève de des éditions Fleuve, évidemment. Nous sommes en 2300 quelque part dans le monde. Une enclave entourée de murs abrite les survivants d'un cataclysme. Ils vivent en autarcie dans une société générée par les 10, de mystérieux dirigeants que personne ne voit en dehors des écrans tapissant les murs de la ville. Dès que ah oui, c'est ça, je me souvenais plus du sujet. J'achète les livres. Quand je les achète, je sais ce que j'achète. Hein, mais puis je pars de ma wishlist, donc ça va. Dès que la surpopulation menace la cité, les 10 annoncent la régulation. C'est là où ça devient tordu. Ces 8 régulateurs reçoivent une liste de 4 noms. 4 personnes à abattre sans se faire tuer à son tour. Car devenir régulateur, c'est aussi voir son nom affiché sur la liste d'un adversaire. Donc c'est tuer ou être tué. Voilà. Donc ça promet pas mal de... voilà, ça me tentait beaucoup. Je trouvais ça, voilà, c'est assez tordu. Ça me fait penser à American Nightmare, là où c'est pareil, où il y a la purge, c'est-à-dire qu'une journée, je sais plus, par an, ou tout, je sais plus combien d'années, ça va être une journée par an, vous avez le droit de tuer qui vous voulez. C'est un peu le même concept, voilà, il y a trop de monde, donc on a trouvé une solution à la surpopulation, on tue. C'est pratique. Pour rester dans le fantastique, j'ai pris Les Sentinelles du Purgatoire de Xavier Garnotel aux éditions du Héron d'Argent. Quand je vous dis que j'aime bien cette maison d'édition, qu'elle m'attire toujours. Alors, le Purgatoire aux portes de la guerre de 100 ans. Aux confins du ciel et de l'abîme, un ordre guerrier implacable veille sur les marches de l'au-delà. Depuis leur fière citadelle, dernier bastion contre les forces du chaos, les patrouilleurs de cette guilde sacrée parcourent l'immensité des limbes pour l'éternité. Ardents défenseurs des âmes en quête d'absolution, ils pourfendent damnés et bestiaires démoniaques. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, celle-là, voilà. Moi, déjà, la couverture, le titre, bon, alors quand j'ai lu le résumé, celui-là, il a rejoint tout de suite ma wishlist. C'est pas possible de faire autrement. Celui-ci, franchement, je ne serais pas forcément allée le voir. C'est là qu'on sent toute la puissance des influenceuses littéraires. Parce que Séverine lit bien ses livres, en a tellement bien parlé que je me suis laissée tenter. C'est L'œuvre du serpent de Norman Jango. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Oh, j'ai cru que c'était marqué tome 1, j'ai eu peur. Paris est en ruine suite à une catastrophe planétaire. Alors que la reconstruction est au cœur de toutes les préoccupations, des individus développent une étrange faculté provoquée par l'onde de choc, celle d'interpréter les coïncidences du quotidien et de déchiffrer les signes. Certains de ces êtres hors normes, baptisés les Pythons, sont recrutés par la police pour traquer les criminels avec une efficacité redoutable. Bon, voilà. Je ne vais pas en dire plus. C'est du post-apo avec un côté voilà, où des hommes développent des pouvoirs, mais alors pas des trucs non plus extra... Enfin,
on n'est pas chez Marvel, quoi, mais voilà, des dons qui permettent quand même de faire pas mal de choses. Et c'est vrai, on en a tellement bien parlé que, voilà, je me suis encore une fois laissée tenter. Bon, je vais enlever mon pansement qui est en train de s'enlever tout seul. C'est pareil, Verso, alors je crois que ça, c'est une maison, c'est une filiale de, enfin une collection de Seuil. Si j'ai pas de bêtises, ils n'arrêtent pas de nous inonder de livres sur le, enfin voilà, d'envoyer plein de livres à des chroniqueurs, tout ça sur Bookstagram. Par contre, celui-là, je ne l'avais pas vu passer. Je l'ai vu en librairie. Vallée du Carnage de Romain Lucaso. Donc, il date déjà, je crois qu'il date de cet été. Mais alors, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, waouh, mais pourquoi j'en ai pas entendu davantage parler de ce livre-là? C'est eux qui ont sorti Black Butler et je sais plus où on suit deux psychopathes tueurs en série qui vont former un couple. Ils ont sorti Cucu aussi, celle du Piketty, on a beaucoup parlé. Voilà, mais celui-là, je ne l'avais pas vu passer. En fait, on part d'un, je pense, on va être dans une uchronie qui part du postulat, et si l'Antiquité n'avait jamais pris fin? Et si Horode, roi des rois et tyran perse, décidait d'envahir la cité libre d'Ecbatane et menacer l'Occident avec son arsenal nucléaire? Et si Carthage, première puissance mondiale, mobilisait son armée high-tech pour faire plier l'agresseur? Et si cette guerre sans limite, sans morale et sans droit n'était pas une histoire, mais un futur possible? D'ailleurs, on retrouve bien comment les dieux perses ou sumériens, je trouve, sur la couverture. Ça m'a tenté parce que je me suis dit, on va parler justement de la culture voilà, des Perses, une culture que je ne connais pas tellement. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Et peut-être qu'on va parler de leurs dieux aussi. Ça m'intéresserait fortement, de la mythologie perse ou la mythologie sumérienne. On va peut-être parler d'autres voilà, dieux. Donc ouais, je suis très emballée par ce roman. Je ne l'avais pas vu passer et waouh, ça me tente. Celui-ci, on commence à le voir passer un peu plus. C'est Les Trois Dahlias de Cathy Watson. Je pense que c'est du Cozy Mystery. Le premier tome, c'est Meurtre à Aldermere House. C'est au Cherche Midi. En fait, on va suivre trois femmes qui ont chacune à leur tour interprété le rôle alors, je dis pas de bêtises, le rôle de Dahlia Lively à l'écran, qui est l'égal de Miss Marple. Et voilà, elles ont interprété chacune leur tour ce rôle. Il y en a une qui est plus âgée, une qui est entre deux âges, et puis la plus jeune. Voilà, elles ont toutes interprété le même rôle et elles vont se retrouver mêlées à chaque fois à des meurtres et elles vont enquêter. Donc ça me tentait comme Cozy Mystery. Franchement, si j'ai un peu plus de temps, j'aimerais bien me tourner un peu plus vers les Cozy Mystery parce qu'à part Agatha Raisin et les enquêtes des Sœurs Brontë, j'en ai pas lu beaucoup, mais bon, on peut pas lire tous les genres non plus. Hein. Il y a un moment, ça bloque un petit peu. Alors, celui-ci, je l'ai reçu, oui, j'ai gagné, je ne l'ai pas déjà présenté, je ne sais plus. Je l'ai gagné lors d'un concours, le 13e Dieu, aux éditions Addictasi de Jocabel Caballero, où on va parler de ce fameux 13e Dieu qui a été chassé de l'Olympe par Zeus et ses pairs, qui se réveille à notre époque, bien décidé à se venger, notamment d'Artémis, dont il était amoureux et qu'il a trahi. Bon, je peux en dire plus. Addictasi, leurs livres, moi je les ai vus chez Cultura, enfin je les voyais passer sur les réseaux. J'en ai vu chez Cultura, 16,90 le livre. C'est vraiment peu cher. Hein. Et là, c'est du hardback. Mais je crois que maintenant, il ne sort plus qu'en hardback. Alors ça, c'est un peu... Parce que du coup, ça oblige les gens à acheter du hardback, mais c'est du hardback à 19,90 €. Donc ça reste quand même... Donc la preuve en est qu'on peut quand même faire des livres. Alors après, ils sont en librairie, donc ils ont quand même une bonne diffusion. Après, je ne sais pas comment sont rémunérés les auteurs, mais bon, en tout cas, on se pose des questions parfois quand on vous vend des... Bon, il n'y a pas de jaspage, hein, certes, mais bon, l'intérieur, c'est pas mal en plus. Parce que même en 1000 morceaux, son cœur continuait de battre pour elle. En plus, on va parler d'Artémis, c'est pas forcément une déesse qu'on voit beaucoup. On parle beaucoup de mythologie gréco-romaine, mais on voit pas souvent Artémis, je trouve. Alors, je pense que le reste, ce sont des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Ouais, c'est ça. Ah non, j'ai encore... oh là, si j'arrive à ne pas faire tomber de livre et ça devrait aller. Pas faire tomber le trépied, ça devrait aller. J'ai craqué aussi pour La Chambre Rouge d'Élodie Chantepie. Pareil, j'ai vu une très bonne critique. On va être aussi dans du mystérieux.
C'est un homme, Ethan Anderson, qui veuf policier de 35 ans, qui hérite d'un manoir de la part de son père, qui vient de décéder. Sauf que son père a mis dans le testament qu'il devait surtout pas aller dans la chambre rouge. Donc vous imaginez, vous dites ça à quelqu'un, et en plus un policier, bon, il va enquêter un petit peu sur ce mystérieux manoir qu'on voit ici, et sur cette mystérieuse chambre rouge. C'est pareil, je pense qu'on va aller vers du fantastique. J'aime beaucoup l'horloge qui est là. La présentation est super, donc voilà, très contente de découvrir aussi cette autrice. Alors après, c'est des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Edgar Allan Poe, j'ai beaucoup aimé ses histoires extraordinaires et nouvelles histoires extraordinaires. Et il a écrit aussi les histoires grotesques et sérieuses. Je ne connaissais pas. Alors je pense qu'il y en a dedans qui sont reprises. Quoique. Je me demande si c'est pas si certaines n'étaient pas des reprises des histoires extraordinaires, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc bon, je me suis dit à découvrir. J'aime bien Edgar Allan Poe. Barjavel, Le Diable l'emporte. J'avais lu, j'arrive pas à retrouver le nom, je crois que c'est Ravage. Ça doit être Ravage que j'ai lu. Voilà, là on est plutôt dans du fantastique, c'est chez Folio SF. Pendant que la mort blanche étend sur la Terre son linceul glacé, rançon de la dernière guerre mondiale, un ultime combat fait rage au sein de l'arche souterraine où se sont réfugiés quelques survivants. Les femmes se battent pour le dernier homme. Le diable l'emporte. À voir. Ça, alors là par contre je dois avoir les tomes 1 et 2. J'espère que c'est en 2 tomes, si c'est en 3 tomes, bon on verra bien. De l'Heroic Fantasy, J.V. Jones, alors c'est la Ronce d'Or, tome 1 et tome 2, les motifs de l'ombre au livre de poche. On est dans de l'Heroic Fantasy. Le royaume de la Ronce d'Or est dominé par le sanguinaire roi Isgard de Garrison. Dans sa cité portuaire de Bézel, 3 destins vont se croiser. Celui de Tessa, parachutée par enchantement depuis notre monde, après avoir découvert une mystérieuse bague. Ah ça m'intéresse, j'aime bien ça, les transports comme ça dans d'autres mondes. Celui de Ravis, ancien mercenaire du roi qui cherche à s'embarquer dans le premier bateau en partance. Et celui de Cameron de Sorne, qui brûle de venger son père assassiné par les Zara d'Isgard, des soldats d'élite que la sorcellerie a réduit à l'état de fauve. C'est vachement long ce résumé. Mais voilà, bon, Heroic Fantasy, je me suis dit, allez, ça va me plaire. J'en ai jamais entendu parler en plus. Alors celui-ci, il fait comme neuf, je trouvais dans une boîte à livres. Le dernier hiver du Cid de Jérôme Garcin chez Gallimard. Je lis quasiment plus de littérature blanche. Je l'ai pris tout simplement parce qu'il parle de Gérard Philippe. Alors Gérard Philippe, c'est un acteur qui est décédé dans les années 50, qui est pas mort très vieux, hein, il avait une saloperie de maladie. C'est un acteur que j'ai pas connu évidemment, parce qu'il est mort dans les années 50, mais que voilà, quand j'étais cinéphile avant d'être voilà, dévoreuse de livres, c'est un acteur que j'adore parce que je trouve que il a tourné des films en noir et blanc, en couleur, il a beaucoup été aussi au théâtre, notamment dans les pièces de Racine. J'ai écouté des enregistrements de ces pièces de théâtre, il avait une voix... Il a une grâce, je trouve, quand il apparaît à l'écran. Voilà, il incarne la grâce, cet acteur, je l'adore. Il n'a pas eu une enfance facile, puisque son père a été collabo durant la Seconde Guerre mondiale et il s'est barré de France, donc il a été condamné par contumace. Donc voilà, il n'a pas eu forcément une enfance facile, mais voilà, je trouve quand il apparaît à l'écran, il est magnifique. Il a joué le docteur Faust. Dans les pièces de théâtre, il a joué des personnages des fois qui devenaient très, très sombres, très ténébreux. Et voilà, je sais pas, et je trouve que c'est le genre d'acteur qui transparaît à l'écran, voilà, s'il y a quelque chose de magique. Et je crois que j'ai quasiment vu tous ces films. Voilà, j'étais vraiment... je devais encore en avoir parce que c'était en cassette vidéo hein, à cette époque-là. Mais voilà, j'adore. Donc là, on va parler de lui, donc je ne pouvais pas passer à côté. Souvenir de jeunesse, on va dire aussi, puisque c'est quand j'étais plus jeune. Alors ce roman-là, j'en ai entendu parler il y a très longtemps quand il était sorti. C'est Kinderzimmer de Valentine Gobi. Valentine Gobi, j'avais lu Qui touche à mon corps... je le tue, je crois. Qui touche à mon corps, je le tue. Où on suit 3 personnes. Alors, à chaque fois, j'en oublie un. Il y en a un, c'est un bourreau, puisque ça se passe avant l'abrogation de la peine de mort en France. Une jeune femme qui vient de se faire avorter. Et la troisième, je ne sais plus. Et c'était un roman qui m'a vraiment pris au trip, c'est le cas de le dire, parce que tout passe par le corps. C'est ça qu'on se rend compte que l'âme et le corps sont vraiment liés, parce que toutes les pensées de ces personnages passent par le corps. Tout est lié au corps. On parle aussi de la liberté du corps, puisque bon, je pense que le personnage qui se fait avorter, ça devait pas être autorisé à cette époque, enfin quand se passe l'action du livre.
Voilà, c'était vraiment particulier, c'était coup de poing, mais j'avais adoré. Et là, elle va parler évidemment des chambres d'enfants dans les camps de concentration avec ce titre qui représente apparemment plutôt un espoir. Et j'avais toujours dit de le lire. Il y a longtemps qu'il est sorti, hein, mais puis ah bah, j'ai peut-être à voir. Bah, je trouve même pas son roman. La note 121, petit éloge, l'échappée. Qui touche à mon corps, je le tue. Oui, c'est ça. Date de 2008, ouais. Donc c'est... Ah oui, c'est Actes Sud. C'est vrai que leur couverture de... Encore une fois, on est plus dans de la littérature, enfin blanche si on veut. Mais voilà. Comme ça avait été une grosse claque, je me suis dit, faut que je le prenne. Alors celui-ci, c'est pareil, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, faut que je lise ce livre. Romain Gary, je crois que j'ai jamais lu en plus. C'est un peu la honte, mais je n'ai jamais lu. Parce que j'avais vu une adaptation en film de ce livre. Alors, je ne sais pas si l'adaptation est complètement fidèle. Comme vous pouvez voir, on voit un chien qui attaque un Afro-Américain. Bah, d'ailleurs, ouais, il n'y a que des Afro-Américains autour. Et d'après ce qu'il dit dans le résumé, Romain Gary raconte, voilà, il a trouvé un chien errant, donc il l'a pris avec lui. Et apparemment, c'est une histoire vraie parce qu'il dit « Il entra dans mon existence le 17 février 1968 à Beverly Hills où je venais de rejoindre ma femme Jean Seberg pendant le tournage d'un film. » C'est vrai que Romain Gary a vraiment été marié à Jean Seberg, qui était une actrice qui avait joué dans... Ah, avec Belmondo. Bon sang, je sais plus. Bon, c'était des acteurs iconiques de la... Voilà, de toute cette vague... J'ai oublié plein de trucs, ça m'énerve. Moi qui étais une folle de cinéma, j'ai oublié plein de trucs. Mais voilà, non, c'était pas Pierrot le Fou, c'était... Oh, je sais plus. Je sais plus. Bah, bref, c'était à peu près à la même époque. Je n'ai pas retrouvé. Donc voilà. Et j'avais vu une adaptation. Alors elle est peut-être pas, du coup, je sais pas. Et le film, il m'avait touchée. Je suis sûre que je vais pleurer aussi à la fin. Donc vous savez que des animaux, je pleure de toute façon. C'est tellement terrible ce qui a été fait à ce chien et ce qu'on lui a fait. Et bon, je vais pas vous raconter parce que si vous connaissez pas, je vais pas vous spoiler, mais c'est la cruauté humaine, mais c'est ce pauvre animal qui paye cette cruauté humaine. Ah, il m'a touchée. En plus, je l'ai vu quand j'étais ado, alors ou lycée ou étudiante, je sais plus trop. Enfin bref. Celui-ci me tentait bien. Bon, j'ai pas réussi à enlever l'étiquette qui était dessus. C'est le 3e vœu, la martinière jeunesse. Savannah, jeune adolescente de 16 ans, profite de la vie avec légèreté, mais voilà que son petit ami Hunter se rapproche de sa sœur aînée, la très brillante Jen, et tombe amoureux d'elle. Savannah trahie se retrouve sans cavalier pour le bal de fin d'année. Elle reçoit l'aide d'une marraine fée, toujours à l'écoute des jeunes en peine. Catastrophe, c'est une fée débutante, affreusement inexpérimentée. C'est là que les ennuis commencent. Bon, ça a l'air assez rigolo. Avec le prince charmant. Ça va me changer, ouais, parce que là, rien que de reparler du film, j'en aurais les larmes aux yeux, donc là, ça a l'air un petit peu plus joyeux. J'ai repris, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai envie de le relire. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Matthew G. Lewis, le moine, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un truc... c'est un roman gothique, hein, mais pour le coup qui aborde vraiment des thèmes. C'est vrai que maintenant on dit ouais, telle littérature ça aborde des thèmes. Bah, là je veux dire que celui-là, dans la série, voilà, on va suivre un jeune prêtre qui a vraiment une foi très 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 forte en Dieu, qui fait plutôt le bien autour de lui, jusqu'à ce qu'il soit, bah, évidemment ça plaît pas trop au diable, donc il lui envoie une jolie démone pour le retirer du droit chemin, et effectivement il tombe dans les filets de cette démone, mais le problème c'est que ça va aller beaucoup plus loin le jour où il va, ce moine, rencontrer une jeune fille d'une bonne famille, très jolie, et il va demander à la démone... Alors, comme l'écriture, voilà, c'est 17... Ouais, il a été publié, je pense... Ouais, fin du XVIIIe siècle. Donc l'écriture est un peu, voilà, c'est un peu vieilli. Mais on écrirait ça, cette histoire-là, de façon moderne à notre époque. Je peux vous dire que ça ferait mal parce que, voilà, il y a tous les trigger warnings qui sont sortis, hein. C'est-à-dire qu'on va parler de VIOL, on va parler d'inceste, on va parler de non-consentement, on va parler de manipulation. C'est voilà, c'est vraiment, quand j'y repense, parce que quand je l'ai lu, ça m'a pas fait, mais j'étais plus jeune aussi, j'ai pas fait trop attention peut-être.
Quand j'y repense maintenant, je me dis, mais en fait, ce livre, mais c'est une horreur, quoi. C'est une horreur. Il avait fait scandale hein, quand il était sorti, quand même. Mais voilà, il s'inscrit vraiment dans la vibe gothique voilà, de toute cette époque, voilà, de la naissance du gothique. Alors, celui-ci, pourquoi je l'ai pris? C'est un livre qui est déclassé de bibliothèque, c'est Shakespeare. Il y a Richard III, Roméo et Juliette et Hamlet. Ah oui, je sais. Parce que je me suis dit, pourquoi j'ai voulu relire du Shakespeare? Je me dis, il y a une raison. Je ne l'ai pas sorti comme ça. C'est pour Hamlet parce que il y a Sabran ou De Saxus, mais ça doit être Sabran, qui a sorti une histoire où on suit... Comment ça s'appelle cette histoire? C'est pas Dot de sang, c'est... Ah, j'ai pas retrouvé le nom. C'est un roman qui vient de sortir qui parle de l'épouse d'Hamlet. Donc je me suis dit, j'ai jamais lu Hamlet, la pièce originale de Shakespeare. Donc je me suis dit, bah voilà, ça va être le moment de la lire avant d'attaquer celui de Sabran, que j'essaierai de trouver d'occasion, ou, voilà, ou d'emprunter, je sais pas trop. Oh, glissade de livres, ça va, ils ont glissé doucement, ça va. Voilà, donc c'est du coup je me dis, mais pourquoi j'ai repris du Shakespeare? Mais ça, c'est Hamlet, c'est pour Hamlet. Voilà, et puis c'est tout. Puis sinon, bah, je m'étais acheté un petit agenda aussi. J'avais trouvé au salon polonais aussi. Donc, bon, le seul truc, c'est que voilà, le 2024, il s'est un petit peu effacé. Bon, c'est juste pour vous montrer un petit peu de papeterie. C'est un truc tout simple. Elle les vendait franchement pas cher. 6 euros, donc 4 euros, je sais plus. Donc, j'en ai profité. Voilà, cette interminable... Oh là là, oui, interminable... Oh là là... Ouais, bah, enfin bon, en même temps, je vous présente tout en une fois, donc ça donne un vlog assez long. Bon, en même temps, comme vous avez plus qu'une vidéo par semaine, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Je suis désolée pour la longueur. Puis j'ai tendance à parler beaucoup des livres. J'aime bien quand même vous donner le résumé du livre, donc du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Puis vous donner des fois aussi mon ressenti et pourquoi j'ai été attirée par tel ou tel roman. Voilà, donc je vais vous laisser ici parce que nous allons bientôt atteindre les 1 heure. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!